Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui aurait été une semaine de consolidation à plat, très à plat même pour les actions européennes notamment, qui vont afficher des gains hebdomadaires sans pour autant avoir marqué de nouveaux pics par rapport aux sommets historiques ou quasi historiques qui ont été atteints par les indices actions en Europe au cours du mois de février. Mais on voit encore une très belle tenue des actions européennes. Le DAX prend 1% à la mi-journée, l'Eurostoxx 50 progresse également de quasiment 1%, le CAC 40 gagne 0,75% et franchit à nouveau le seuil symbolique des 7300 points. Donc toujours cette solidité des actifs risqués et des actions européennes, particulièrement dans un environnement toujours complexe avec de nouveaux questionnements sur le processus désinflationniste qui semble marquer le pas aux États-Unis et qui semble ne même pas avoir commencé en Europe. On l'a vu avec les dernières données d'inflation pour la zone euro au mois de février. L'inflation cœur qui s'était stabilisée au cours des mois d'octobre et de novembre est repartie à la hausse pour atteindre un nouveau pic dans ce cycle à 5,6% sur un an. Cela a eu pour effet de remettre encore un peu plus de tension sur les marchés obligataires et sur les marchés de taux, des marchés obligataires qui ont déjà commencé à corriger tout au long du mois de février, mais on a vu une nouvelle accélération tout au long de la semaine avec des taux courts et des taux longs qui atteignent de nouveaux sommets dans ce cycle. On a vu aux États-Unis le 2 ans allemand qui s'est rapproché, le 2 ans américain qui s'est rapproché hier des 5%. La partie longue aux États-Unis est à plus de 4%, du 10 ans au 30 ans. On observe des rendements obligataires américains à plus de 4%. Et puis même phénomène bien sûr en Europe avec des marchés qui s'ajustent à cette nouvelle donne inflationniste et des taux allemands qui sont montés à plus de 2,75. On a vu 3,20 et plus sur le 10 ans français. Et dans le même temps, on notera quand même une bonne tenue des spreads périphériques. Pas de tension spécifique à signaler de ce point de vue-là, ce qui reste toujours un motif de réjouissance quand on observe la zone euro. Voilà pour les sujets du jour. Gilles Mouek avec nous dans un instant pour le débrief macro de cette semaine marquée à nouveau par l'inflation, chef économiste du groupe AXA. Et puis nous parlerons également incubateurs et start-up. C'est Pascal Sévy qui sera avec nous une fois par mois, notre rendez-vous avec les équipes d'Odo BHF Banque Privée. Odo BHF qui remet le couvert, si je puis me permettre, avec ce concours d'entrepreneurs qui avait été lancé l'année dernière et qui verra une deuxième édition cette année, les Young Entrepreneurs Awards organisés par Odo BHF qui font la part belle aux startups incubées, notamment en France et en Europe. Et Pascal Sévy sera avec nous pour évoquer cette deuxième édition des Odo Young Entrepreneurs Awards. Gilles Mouek avec nous donc en visioconférence pour entamer cette édition, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue. Gilles, obsession désinflation, ça reste le sujet évidemment à la une avec un sprint qui est en train de devenir une course de fond pour les banques centrales. Au mieux, on observe une désinflation qui semble marquer le pas aux États-Unis sur ce début d'année 2023. Au pire, en zone euro notamment, on voit une inflation cœur qui est repartie à la hausse après, je le disais, 2 mois de stabilisation en fin d'année, octobre-novembre. On repasse de 5 à 5,2, de 5,2 à 5,3 et désormais de 5,3 à 5,6% pour l'inflation cœur sur un an au mois de février en zone euro. J'imagine qu'il y a matière à être légitimement inquiet de ce point de vue-là, Gilles. Oui, parce qu'on a une difficulté à comprendre ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut avoir une vision finalement assez simple de ce qui est en train de se passer. On sort aux États-Unis où on est toujours dans une situation d'excès de demande, qui est elle-même le fruit d'une surstimulation de l'économie au moment de la pandémie et dans les mois qui ont suivi la réouverture de l'économie. Donc on a du mal à faire revenir l'inflation sous-jacente dans sa boîte, entre guillemets. C'est pas franchement étonnant. Et on a quelques signaux quand même un tout petit peu positifs du côté de l'inflation sous-jacente aux États-Unis, en tout cas sur certaines composantes, parce que les éléments dits d'offre de l'inflation sous-jacente vont quand même plutôt dans la bonne direction.
En Europe, en revanche, on a une vraie surprise. Ça a commencé à l'automne de l'année dernière. On avait le début d'une décélération de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. On obtenait simplement une stabilisation dans la zone euro. Et là, c'est carrément l'inverse, comme vous l'avez dit, une divergence complète avec une réaccélération. Alors, il faut faire attention. Ce sont des données qui peuvent être assez volatiles, mais le degré de confiance dans le fait que l'inflation sous-jacente réaccélère est quand même aujourd'hui assez élevé, parce que moi, je suis toujours un peu obsédé par les effets de base. On mesure toujours l'inflation sur un an et ça crée toujours des problèmes de mesure, parce qu'on traîne pendant très longtemps des effets un peu anciens, mais lorsqu'on regarde l'inflation sous-jacente dans la zone euro sur 3 mois, on est aussi en accélération. Alors que se passe-t-il ? Là, on ne peut qu'évoquer des hypothèses à ce stade. La première hypothèse, c'est une question de délai, c'est-à-dire que les composants de l'inflation sous-jacente qui sont les plus sensibles au prix de l'énergie n'ont pas vraiment commencé à décélérer parce que c'est simplement une question de temps. Il faut quelques mois pour que la transmission s'effectue. Donc, première hypothèse. Deuxième hypothèse, on a peut-être toujours un souci de concurrence dans ce certain nombre de secteurs, dans une phase qui est encore un peu marquée par la réouverture des économies, et où donc on n'a pas les effets auxquels on devrait s'attendre normalement de compétition entre boîtes pour appuyer sur leurs marges et pouvoir maintenir les volumes de vente. Mais ça commence à devenir assez étonnant. On est un peu à court d'explications pour être honnête. Et la seule chose que ça déclenche, en revanche, c'est un vrai stress du côté de la Banque centrale, du côté de la BCE. Finalement, la réaccélération de l'inflation sous-jacente, elle justifie ex post cette annonce d'une augmentation de taux de 50 BP pour le mois de mars, et elle nous oblige à revoir probablement la chronique pour la suite. Un thème dans l'inflation européenne qui devient central et qui semble se vérifier aux différentes économies, Gilles, c'est le thème de l'inflation alimentaire, avec à la fois les produits de base alimentaires et puis toute l'inflation qu'on trouve également autour des produits transformés. Je ne vous apprends pas que le débat a fait rage en France, notamment avec les traditionnelles négociations annuelles entre industriels et distributeurs agroalimentaires. Est-ce que oui, c'est un thème qui se vérifie partout en Europe? C'est un thème forcément très sensible, très médiatisé, très politisé. Est-ce que c'est un thème qui accroît le risque d'une forte accélération des salaires en zone euro, qui est le risque ultime que les banques centrales ne veulent pas voir se matérialiser? L'augmentation des prix alimentaires, c'est la pire forme d'inflation auquel vous pouvez penser. D'abord parce qu'elle a un effet social important. Elle a un impact extraordinairement lourd sur les ménages les plus modestes, qui avaient déjà à subir une augmentation des prix de l'énergie. La dépense alimentaire et énergie, c'est le pourcentage le plus important de votre consommation lorsque vous êtes en bas de l'échelle des revenus, donc problème social. Sensibilité extrême des ménages à l'augmentation des prix alimentaires, parce que vous faites vos courses souvent, donc c'est quelque chose que vous constatez facilement qu'il y a une hausse de prix, et donc ça nourrit des anticipations d'inflation qui elles aussi vont avoir tendance à accélérer, et donc effectivement oui, ça nourrit ce qui est déjà d'ailleurs en train de se produire, c'est-à-dire une accélération des salaires. On pouvait jusqu'à présent, je pense, avoir un regard assez nuancé là-dessus en se disant c'est avant tout un effet de rattrapage, c'est ce qu'on appelle un one-off, donc c'est un effet de base. On va avoir une correction des salaires en 2023 pour rattraper un peu l'inflation de 2022, mais ce n'est pas une vraie boucle prix-salaire. Mais avec cette accélération supplémentaire des prix alimentaires, on peut devenir un peu plus nerveux, oui, effectivement. Je crois que la Banque de France a en tête une accélération des salaires jusqu'à 6% cette année, Gilles, en France. C'est ce qu'on voit dans certaines négociations salariales. Il y a eu un papier extraordinairement intéressant d'Erwan Gauthier, un des économistes de la Banque de France, qui est allé regarder dans le détail, je crois, 150 négociations de branches en 2022 en France. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a eu en gros 2 vagues d'accélération en 2022. Et souvent, ces vagues sont déclenchées par des accélérations du salaire minimum. Et on retrouve des choses auxquelles on n'a pas pensé honnêtement depuis extraordinairement longtemps. C'est-à-dire que vous avez une indexation automatique du SMIC sur l'inflation. En France, le salaire minimum est à un niveau assez élevé par rapport au salaire médian, et donc ça a des effets d'entraînement sur toute la courbe des salaires. Donc ces éléments qu'on avait un peu oubliés honnêtement depuis une trentaine d'années, eh bien ils sont en train de réapparaître.
quand on regarde au-delà de la zone euro, d'autres économies avancées, Gilles, alors qui sont d'ailleurs plus sensibles au cycle, peut-être moins administrées que les économies françaises ou européennes. Je notais que l'Australie commençait à voir une baisse de la consommation, une remontée du taux de chômage et donc une baisse des pressions inflationnistes. Je vois que la Suède est officiellement en récession, je crois, Gilles. On a même noté au Royaume-Uni. Alors, est-ce que c'est le fait d'un pays qui roule à gauche ou est-ce que c'est un signal avancé? Je crois que le patron de la Banque centrale britannique, contre la tendance, a plutôt repoussé le pricing de marché concernant de futures hausses de taux qu'il estimait trop agressifs à ce stade. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces petits signaux qu'on observe ici et là autour de nous? Je pense que c'est intéressant parce que c'est quelque part un espoir qu'on peut avoir, même si c'est une forme d'espoir un tout petit peu inquiétante, c'est que on est toujours trop impatient en termes de délai de transmission de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'on a tous appris lorsqu'on était à l'université que la politique monétaire exerce son impact sur l'activité économique et l'inflation avec un délai qui peut être très long. Mais en pratique, on l'oublie toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Fed et la BCE commencent à taper, on voudrait que l'inflation ralentisse extrêmement vite et que l'économie réagisse extrêmement vite. Or, si vous regardez des épisodes de durcissement des conditions monétaires au cours des 20-30 dernières années, souvent ça met plus d'1 an avant d'apparaître. Donc on est encore, en fait, ça commence à durer, mais disons qu'on est encore dans un délai de réaction à peu près normal. Et ce qu'on voit dans certains pays, justement comme le Royaume-Uni, c'est intéressant parce que ce sont des pays où les délais de transmission de la politique monétaire tendent à être un peu plus courts qu'en Europe. Donc ce qui se passe au Royaume-Uni pourrait être le premier signal que ça y est, c'est en train finalement de passer, c'est en train d'exercer son impact sur l'activité économique et sur les prix, et que donc les banques centrales peuvent effectivement donner des signaux un peu plus dovish. Mais ça reste quand même très ténu, et pour l'instant, aux États-Unis et dans la zone euro, on ne voit quand même pas grand-chose. Bon. Derrière les mauvaises surprises de l'inflation en zone euro, il y a toujours quelques motifs de réjouissance. La résilience de l'activité, bien sûr, et puis l'absence de risque souverain, Gilles. Je regardais encore là, le bilan annuel de l'Italie. Je crois qu'il sort 3,8% de croissance. Ça doit être un peu mieux, je crois, que ce que fait la zone euro. Il voit 1% de croissance cette année. L'investissement a été très fort en Italie l'an dernier. Et au final, on ne parle absolument plus du risque souverain en Europe à ce stade. C'est vraiment la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle depuis maintenant quelques mois. Et d'ailleurs, c'est évidemment très apparent dans les spreads. Moi, l'expérience que j'ai des problèmes dans les pays périphériques, c'est qu'ils surviennent en général lorsqu'il y a conjonction d'un risque politique, d'un ralentissement de l'activité économique et d'une remontée des taux d'intérêt. On a remonté des taux, mais on n'a pas encore vraiment de ralentissement éco, et pour l'instant on n'a pas de risque politique qui se manifeste, parce que pour l'instant le gouvernement Meloni tient sans faire d'annonces particulièrement aventureuses. Donc ça tient. Je pense que la deuxième partie de l'année peut être un peu plus compliquée si justement les effets retardés du durcissement des conditions monétaires commencent à se manifester sur l'activité économique. C'est là où il va falloir faire attention à la réaction des pays périphériques, mais c'est vrai que pour les mois qui viennent, on peut être relativement détendu sur ce front-là au moins. Merci beaucoup Gilles, merci pour ce décryptage macro de la semaine. Gilles Mouek avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Parlons à présent start-up, concours de start-up avec la deuxième édition annoncée des Young Entrepreneurs Awards organisés par la banque Oddo BHF et Pascal Séville que nous retrouvons en plateau à nos côtés. Bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour Grégoire. Team manager chez Oddo BHF Banque Privée. On parle avec vous de gestion privée, de cas pratiques de banque privée habituellement, mais ne passons pas à côté de cette deuxième édition du concours. Donc OIEA, c'est comme ça qu'on dit Pascal, Oddo Young Entrepreneurs Awards. On en avait parlé avec vous l'an dernier pour la première édition. Si on refait un petit peu le film, qu'est-ce qui amène une banque privée, banque d'affaires comme Oddo BHF dans ce monde des startups? Quel a été le chemin et la réflexion que vous avez menée, parce que vous avez été
pilote de ce Absolument. projet, Pascal. Et quel a été le cheminement qui vous a amené à lancer la première édition et à confirmer qu'il y aura une deuxième édition cette année? Vous avez dit les mots banque privée. Donc moi, mon métier consiste en fait à rencontrer des entrepreneurs qui vont vivre des événements de liquidité. Donc c'est un monde qu'on appréhende plutôt bien. Et je travaille aussi dans un groupe qui lui-même est une formidable aventure entrepreneuriale depuis 5 générations. Donc tout ça, en fait, ça nous permettait de bien comprendre ce monde-là. Par ailleurs, il y a eu quand même une véritable impulsion depuis quelques années, qui a été amorcée notamment par le gouvernement, entre la création du Next 40, le label French Tech, les actions de la BPI, et même récemment, en fait très intéressant, un fonds européen qui a été créé pour soutenir les futurs leaders de la tech. Donc là encore, un argument intéressant pour monter un concours comme ça. Quand vous regardez la création d'entreprises, le chiffre peut paraître étonnant, il y a eu plus d'1 million d'entreprises créées l'année dernière. Et c'était encore supérieur à l'année précédente, alors que le contexte est quand même très compliqué. Donc là aussi, on s'est dit, il y a un truc à faire par rapport à tout ça. Et enfin, je pense, et je suis sûre que les entrepreneurs qui nous écoutent seront d'accord avec moi, le monde bancaire semble assez inaccessible aux jeunes entrepreneurs. Moi, j'avais envie qu'on change cette image en créant ce concours et de leur dire que non seulement il leur est accessible, et même qu'ils sont les bienvenus, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour s'occuper de la structuration et de la gestion de son patrimoine personnel et professionnel. Donc c'est toutes ces raisons qui nous ont amenés à créer ce concours. Comment vous avez organisé les choses et comment vous avez pensé à la manière dont vous alliez mettre en place ce concours, justement, face à une population de jeunes entrepreneurs, pas forcément familiers du monde bancaire, avec des concours de start-up, je vais dire, qui existent un peu partout. Quelle a été la réflexion et la manière de faire pour vous dire ils seront obligés de venir chez nous? Vous avez raison, c'est en fait déjà c'est une population qui n'est pas très unifiée, parce que dans le million d'entreprises, il n'y a pas que les futurs leaders de la tech, bien entendu. Nous, on a décidé en fait de travailler avec des incubateurs, parce qu'ils se sont multipliés ces dernières années, que ce soit dans les grandes écoles ou des initiatives plus régionales ou plus sectorielles, aussi parce que c'est un gage de sérieux, et les statistiques parlent d'elles-mêmes, une entreprise incubée a beaucoup plus de chances de survie qu'une entreprise non incubée. Et enfin, par rapport à leur accompagnement, on se disait qu'on pouvait apporter vraiment un complément par notre réseau, par notre expertise auprès des entrepreneurs plus aguerris, notre expérience aussi, et tout ça constituait un véritable accompagnement complémentaire aux startups. Comment vous avez benchmarké, analysé ce marché des incubateurs? On a évidemment le flagship Station F, qui est, je le rappelle, le plus gros incubateur du monde. Incroyable. Est-ce que c'est l'arbre qui cache une forêt magique d'autres incubateurs en France? Est-ce qu'on est un vrai pays, un vrai continent d'incubateurs? Est-ce qu'il y a un vrai savoir-faire français, européen, de ce point de vue-là, dont on n'aurait pas à rougir par rapport à d'autres zones économiques? Moi, j'ai envie de vous dire, oui, il y a plein de gens qui viennent du monde entier pour aller visiter Station F. Et c'est d'ailleurs l'un de nos partenaires. Et ils incubent eux-mêmes aussi des incubateurs d'autres écoles. Il y a des incubateurs d'incubateurs maintenant. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ils partagent comme ça des ressources. Nous, on s'est dit qu'on allait commencer déjà par aller chercher les incubateurs des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs qui sont vraiment super et qui font un très beau travail, que ce soit des gens comme ESSEC Ventures, la Blue Factory de l'ESCP, Arts et Métiers, Polytechnique, X-Up. Et on a décidé aussi de faire un partenariat avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, le PFL, parce que c'est intéressant de comprendre aussi l'écosystème suisse qui a beaucoup à nous apporter. Ensuite de ça, le but, c'était pas de faire un prix élitiste. Donc, on a décidé aussi d'aller chercher des incubateurs, ce qu'on appelle non académiques, et on a aussi fait un partenariat avec l'incubateur L'Escalator, par exemple, qui est l'incubateur créé par Maurice Lévy, qui encourage des jeunes défavorisés à entreprendre. Et d'ailleurs, il a bien fait parce qu'il a eu 2 gagnants sur 5. Ou un incubateur comme Willa qui encourage les femmes à entreprendre. Et vous avez mentionné Station F. Au final, on avait 19 partenaires sur la première édition. Le bilan, justement, de cette première édition, qu'est-ce que vous en avez retiré sur le plan chiffré déjà, Pascal? 120 candidatures. Alors, évidemment, on était très contents de ça. Au final, on avait 25 incubateurs représentés, puisqu'il y avait des incubateurs qu'on n'était pas allés chercher nous directement. Et 3 chiffres intéressants. 80% des startups qui ont postulé sont nées pendant la pandémie. Donc, quand même. Bon, on a vu que tout le monde ne s'est pas ennuyé sur son canapé. Il y a des gens qui ont fait des choses. Et 2 autres chiffres que je trouve très encourageants. 50% des entreprises fondées ou cofondées par des femmes et 72% des projets reçus qu'on a qualifiés à impact. Donc je pense qu'il y a une vraie impulsion qui vient du monde des jeunes entrepreneurs aussi à ce niveau-là. Et c'est une meilleure manière de consommer, de se vêtir, de voyager. Donc on a trouvé ça très intéressant.
après ce bilan de la première édition, c'était une évidence, j'imagine, qu'il y aurait une deuxième édition. Il n'y a pas eu de débat là-dessus, Pascal? Aucun débat. Donc, on est ravis d'avoir lancé la deuxième édition fin janvier. On est en pleine phase de réception des candidatures. Donc, pour les entrepreneurs qui seraient intéressés, qui se reconnaissent dans cette démarche, qu'ils n'hésitent pas à postuler. La clôture, c'est le 8 mars à minuit, donc la semaine prochaine. Et la manière de postuler, en fait, il y a un site internet qui s'appelle OYEA, donc OYEA.ODDO pour Odo, BHF.com. Dans un moteur de recherche, ils arriveront à le retrouver. Et il y a toutes nos coordonnées et la manière de postuler sur ce site. Donc vraiment, ils sont les bienvenus. Comment ça se passe? Comment se passe le processus de sélection jusqu'à la finale et à la sélection des finalistes? Déjà, il faut forcément être incubé pour postuler à ce... Il vaut mieux être incubé. Il vaut mieux être incubé, mais on ne ferme pas la porte à des entreprises, des entrepreneurs qui nous écoutent, qui ne sont pas incubés. S'ils ont envie de postuler, ils sont aussi les bienvenus. Mais effectivement, on est plutôt sur... Oui, c'est ça. La règle du jeu fixée, c'est plutôt partant des incubateurs. Tout ce qu'on leur demande, en fait, c'est que l'entreprise soit créée. Parce qu'on ne veut pas travailler sur des projets. Sur des PowerPoint, quoi. Voilà. Parce que si ça ne se fait pas, tout le monde a perdu son temps. Mais si l'entreprise est créée, ils sont les bienvenus pour postuler. Bon, que dire du processus de sélection, donc, qui va mener à une finale qui aura lieu... Le 12 juin. Au mois de juin, voilà. C'est ça, le 12 juin à Station F, justement. En fait, on fait ça en 2 étapes et je pense que là aussi, c'est un des avantages différenciants du concours. La première étape consiste à faire émerger les 10 finalistes. Et pour ça, sur la première édition, on a fait intervenir 80 experts qui ont analysé à travers divers comités, en fait, les entreprises. Chaque comité, c'est à peu près 6 à 7 personnes, 2 tiers extérieurs au groupe. Donc, nous avons mis des avocats d'affaires, des entrepreneurs, des business angels. Ils analysent chacun une dizaine de candidatures et c'est comme ça qu'on fait émerger les 10 finalistes. La seconde étape consiste à présenter ces 10 finalistes à un jury final de prestige. Donc, il est présidé par Philippe Odo. Et il y a de très, très grandes personnalités du monde des affaires qui viendront rencontrer ces entrepreneurs. Et là, ils ont une session de 3 heures pendant laquelle c'est présentation, questions-réponses. À l'issue de cette session, le jury final va décider de 4 gagnants. Donc, c'est le prix de l'encouragement, le prix de l'impact sociétal, le prix de l'innovation et le grand prix du jury. Bon. Et enfin, comme vous l'avez dit, le 12 juin final à Station F, ces 10 entrepreneurs auront le plaisir de pitcher sur scène devant 350 invités et pas des moindres. Et là, en fait, on fait un prix du public. Donc, ils pitchent à peu près pendant 1 minute 30, 2 minutes leur entreprise. Et le public vote en live pour ce 5e prix. Qu'est-ce qu'on gagne ? Plein de choses. Oui, c'est toujours intéressant. L'incentive de la victoire est toujours important. Tout à fait. Et je pense que là aussi, on se différencie parce que tous les concours de start-up n'apportent pas tout cet accompagnement. Ce que nous ont dit les incubateurs. Il y a tout ce qu'on gagne déjà à participer à un concours, à rencontrer des équipes d'experts, des spécialistes justement de ces entreprises, des banquiers, etc. Ça n'a pas de valeur, entre guillemets. Tout à fait. Ouais. Nous, ce qu'on leur propose, c'est un accompagnement à 360 degrés. Déjà, on donne un chèque, donc qui est compris entre 5 000 et 20 000 euros en fonction du prix gagné. L'accès au réseau, vous l'avez dit, c'est interne et externe. Et vous voyez, pendant les comités d'experts, sans savoir qu'ils allaient être finalistes ou non, il y a des gens qui ont levé la main aussi pour aller rencontrer des start-upers. On leur offre une exposition médiatique. Donc, sur la première édition, on leur avait offert un podcast. Et ensuite, on leur apporte du mentorat et en fait tout un programme d'ateliers. Donc, témoignages d'entrepreneurs, le parcours de l'entrepreneur, comment assurer une levée de fonds, quels sont les réflexes à avoir par rapport à quelqu'un qui est salarié. Donc, pendant toute l'année qui suit, on fait des ateliers et on les accompagne en fait et on les forme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle édition, sur la base de la première édition qui a été un succès? Où est-ce que vous avez bougé certaines choses? Qu'est-ce qui a évolué peut-être? Déjà, on a encore plus d'incubateurs. On est allé chercher un peu, on a mis les régions à l'honneur. On est allé chercher des incubateurs dans la région PACA, par exemple, et les secteurs à l'honneur. Je veux citer 2 incubateurs qui sont Rungis & Co, qui soutient des projets autour de la nutrition, aussi des projets impact, et la Caserne qui soutient des projets de mode responsable. On a décidé de faire des comités d'experts aussi en région et à Genève. Donc ça nous paraissait essentiel. Décentralise un petit peu le concours. Absolument. Et puis on a professionnalisé le concours. Parce qu'on a créé une plateforme pour le dépôt des dossiers. Et comme ça harmonise vraiment les informations qui sont reçues. Et je reviens sur ce que gagnent les lauréats de la première édition. Là, vous avez un peu de recul. Ouais. Vous avez pu suivre ce qu'il est advenu de leurs projets, de leurs entreprises, presque 1 an après maintenant, Pascal. Oui, on continue de les suivre. On les met en valeur à chaque fois qu'on le peut. Quand on a lancé la 2e édition, on a fait un grand cocktail où ils ont pu chacun parler de leur actualité. Là encore, c'était l'occasion de lever des mains parce qu'il y avait des levées de fonds en cours. Donc,
Il y a des mains qui sont levées aussi dans la salle. Nous, notre idée, en fait, si on refait ça chaque année, c'est aussi pour créer des promotions année par année. Et puis, petit à petit, créer en fait un réseau d'alumni. Et puis, qui sait, peut-être que ces entrepreneurs de l'édition 1 seront ravis d'aider ceux de l'édition 2, l'édition 3, l'édition 4, peut-être plus, en tout cas avec leurs conseils. Vous, personnellement, Pascal, et on se connaît depuis longtemps, et donc j'ai suivi, grâce à vous, effectivement, la construction de ce projet. On en a parlé ensemble. Ouais. Qu'est-ce que vous en retirez? Parce que, encore une fois, hein, votre cœur de métier, c'est quand même d'accompagner des clients, sur, comment vous disiez, sur des enjeux de liquidité, des événements de liquidité, à travers la vie patrimoniale de vos clients. Je ne dis pas qu'on s'en écarte, mais c'est autre chose, là. C'est autre chose. Après, moi, je me dis aussi que ce sont nos clients de demain, donc autant aller les rencontrer le plus en amont possible. Après, moi, j'ai vécu une formidable aventure intrapreneuriale, puisque finalement, c'est aussi un projet de création d'entreprise. J'ai vécu ça comme un vrai privilège, parce qu'aller découvrir tous ces projets vraiment, vraiment prometteurs... Ça fait du bien, hein. Franchement, ça fait un bien fou. Voilà, votre slogan, c'est la chaîne des audacieux. Moi, j'ai jamais vu autant d'audace et de courage. Donc, j'ai trouvé ça assez formidable. C'était une superbe aventure aussi en matière de leadership, parce que j'ai fédéré une équipe autour de moi et ils ont chacun vraiment, vraiment apporté leur pierre à l'édifice. Et on a été soutenus dès le premier jour par notre management et Philippe Odo en particulier, qui a trouvé vraiment l'initiative tout à fait intéressante, parce que ça nous permet de mieux connaître aussi tout cet écosystème autour des jeunes entrepreneurs. Et puis, il donne quand même le plus beau des messages aux générations un peu plus jeunes. C'est ça, en fait, l'audace, le courage. Entreprenez, c'est dur, c'est des parcours semés d'embûches. Et moi, je trouve aussi que pour boucler la boucle, nos entrepreneurs aguerris, ils ont trouvé l'initiative super, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, eux aussi, ils ont créé leur entreprise et compris, vécu ce parcours semé d'embûches. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est un cercle qui est très vertueux. On redonne alors l'adresse on peut postuler jusqu'au 8 mars. 8 mars à minuit. Très bien, 8 mars à minuit. Si vous pouvez envoyer le dossier un peu avant minuit, ce sera toujours mieux pour les équipes qui seront chargées de les récupérer. Redonnez l'adresse à laquelle on peut postuler. oyea.oddo-bhf.com. Et donc, finale, le 12 juin à Station F. Si vous avez envie d'être sur scène avec nous, n'hésitez pas à postuler. Merci beaucoup, Pascal. Pascal Sévy avec nous régulièrement dans Smart Bourse aujourd'hui pour évoquer donc cette deuxième édition en cours du concours Odo Young Entrepreneurs Awards. Pascal Sévy, Team Manager chez Odo BHF Banque Privée. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h, bien sûr, en direct sur Bismart.